Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre suite de vidéos portant sur la cuisine africaine. Cette fois-ci, on va parler de féculents. Donc, on va voir tout ce qui est tubercule, on va voir tout ce qui est céréales. Avant de commencer, on va faire une petite précision. Il ne s'agit pas de discréditer les autres cuisines ou les autres continents quand on est en train de faire cette suite de vidéos sur la cuisine africaine. Le but de cette série de vidéos est d'apprendre à connaître notre cuisine et donc la cuisine africaine, parce qu'elle est très peu connue et elle souffre d'énormément de préjugés venant parfois des Africains eux-mêmes. Maintenant que tout est dit, on va parler des féculents dans la cuisine africaine. Je t'assure que je suis bon lait. Les féculents sont une constitution très importante des repas africains, c'est-à-dire qu'ils vont venir accompagner les légumes et les protéines, les apports en protéines. Ils sont très importants en fait parce que c'est eux qui apportent la satiété. Ils ont un pouvoir rassasiant très important. On va commencer par ce qui est, pour moi du moins, les féculents africains par excellence. J'ai nommé le manioc. Le manioc, pour moi, en fait, c'est un aliment hyper intéressant parce que c'est un aliment qui est déclinable à l'infini. C'est-à-dire que tu pourras en manger du lundi au dimanche sans même t'en rendre compte, parce qu'il y a énormément de déclinaisons en fait. Tu peux manger ça sous forme de tubercule, soit bouilli, soit frit. Vous voulez quoi? La semoule, il y a la tiéké. Tu as même le couscous de tapioca ou alors le tapioca sauté. Tu as le tapioca sucré dans un bol avec des arachides au choix, du lait, le fameux sauveur. On peut le transformer en farine pour en faire du couscous de manioc. Tu as le watafufu, le chikwang, le bobolo, le miondo. One eternity later. C'est un aliment qui est très riche en eau, 60 à 70%, et également très riche ensuite en glucides, principalement de l'amidon. Et c'est cette richesse en amidon là qui fait sa particularité. Le manioc est très riche en potassium aussi. Le potassium va venir apporter énormément de bienfaits à l'organisme. Il est très important dans la transmission de l'influx nerveux. L'influx nerveux en fait c'est une sorte de signal électrique qui va partir de nos neurones et donc qui va cheminer jusqu'au nerf moteur et qui dans le sens inverse aussi peut aller de nos organes sensoriels, donc l'organe du toucher, l'organe de la vue, de l'ouïe, pour repartir vers le cerveau. Le potassium aide aussi à la bonne contraction des muscles ainsi que du cœur. Le manioc est aussi très riche en fibres qui vont donc apporter ce pouvoir rassasiant là et qui vont aussi aider dans les cas de constipation par exemple. Précision très importante toutefois concernant le manioc, il est important de savoir que le manioc contient une substance nocive appelée acide cyanhydrique qui est un poison, voilà. Les cas d'empoisonnement ne sont pas très fréquents mais ils sont réels, ils existent et donc ils peuvent mener donc à la mort. Pour éviter des cas d'empoisonnement, il est conseillé de ne pas manger de manioc cru et il faut faire attention à ne pas manger du manioc même quand il est cuit si on ressent qu'il est amer en fait, donc on essaie d'éviter. Et en plus de ça, lors de la cuisson à l'eau, il est très conseillé de verser l'eau de cuisson après, parce que pendant la cuisson il y a une sorte de transfert qui s'opère du manioc vers l'eau, donc il vaut mieux verser l'eau qui reste au fond de la marmite avant de consommer son manioc si on tient à rester en vie. On va maintenant parler de la patate douce. Depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, c'est un aliment qui est très connu en Occident et ils en raffolent. Au moment où je commençais même mon rééquilibrage alimentaire, où je me documentais, il y avait énormément de posts sur Facebook, sur Internet en gros, qui essayaient de faire une comparaison entre la pomme de terre et la patate douce. Je n'ai pas trop compris parce qu'en fait, c'est deux féculents bien différents. La patate douce est un féculent qui est très intéressant de par son apport en bêta-carotène. On en a parlé dans la précédente vidéo sur l'huile de palme. La patate douce est aussi l'un des aliments les plus riches en bêta-carotène, ce qui fait que c'est un allié de poids dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, contre le vieillissement des tissus, contre le diabète. Il faut savoir que ces antioxydants sont plus présents dans sa peau, donc il est conseillé de les cuire avec la peau et les cuire soit cuisson vapeur, soit bouillir. La patate douce contient aussi de la vitamine C, de la vitamine B6, du potassium
potassium, elle a une particularité, c'est que contrairement au manioc par exemple, son index glycémique est très peu élevé, ce qui fait que ça n'augmente pas le taux de sucre dans le sang. Le bêta-carotène est d'ailleurs reconnaissable de par la couleur des aliments. Une patate douce avec une chair plus foncée, donc plus jaune foncé ou tirant vers l'orange, sera plus riche en bêta-carotène. Les feuilles de la patate douce sont également bourrées d'antioxydants. C'est aussi un féculent très peu calorique, c'est 63 kilocalories pour 100 grammes. Donc si vous êtes dans un processus de perte de poids pour vous faire plaisir. La pomme de terre de son côté, elle a beaucoup moins de sucre, elle est très riche en eau, elle a aussi pas mal d'amidon, ce qui confère à l'organisme l'énergie nécessaire pour continuer de fonctionner sans avoir de coups de mou. Bon, sans surprise, elle est riche en fibres aussi comme la plupart des féculents. Elle va aider à se rassasier et à éviter d'aller grignoter après. Pour 100 grammes de pommes de terre cuites, on compte environ 80,5 kilocalories. Bon, maintenant il faudrait les faire cuire avec la peau et puis les faire bouillir ou alors les faire cuire vapeur. Maintenant, il est important aussi de savoir que énormément de propriétés de la pomme de terre disparaissent selon la façon dont elle est consommée. Donc, il vaut mieux les consommer comme je viens de le dire, bouilli ou cuit vapeur avec la peau. Une fois qu'on commence à écraser en purée, on perd beaucoup de choses. Et bien entendu, la valeur énergétique augmente si jamais on fait des frites par exemple. Donc ça, c'est 3 ou 4 fois plus calorique dans ces cas-là. Donc en fait, c'est deux aliments bien différents qui ont des apports bien différents et qui aident chacun à leur façon l'organisme à pouvoir bien fonctionner. Pas besoin de taper sur l'un ou sur l'autre, les deux se valent très bien. Parlons aussi brièvement du taro. C'est un féculent qui est mal connu aussi, mais il est très important parce que il est très peu calorique également. Il est à peu près à 60 kilocalories pour 100 grammes, mais en plus, il est très riche en vitamine C. Et il est très riche en protéines, en tout cas comparé aux autres féculents. La vitamine C contenue dans le taro va aider à lutter contre les maladies infectieuses et contre les cancers. Il contient aussi du fer et ça tombe bien parce que la vitamine C aide l'organisme à absorber le fer. Donc le fer va venir aider à lutter contre des anémies par exemple. Et une autre vertu du taro, c'est que les vitamines contenues dans le taro vont venir aider à lutter contre certaines maladies comme la cataracte. On va passer maintenant à un autre féculent bien connu en Afrique, la banane et la banane plantain. On va commencer d'abord par la banane douce, mais on va plus s'appesantir sur la banane douce verte. Elle est très intéressante du point de vue nutritionnel parce que elle est constituée d'un amidon qu'on appelle amidon résistant. L'amidon résistant est une sorte de glucide qui apporte des fibres solubles qui ne sont pas digérées dans l'intestin grêle comme les autres fibres, mais plutôt qui sont absorbées lentement par l'organisme. Ça fait que cet amidon apporte de l'énergie qui est utilisée plus longtemps par l'organisme et donc qui nous évite des coups de mou. Elle peut aussi aider dans le cas d'une perte de poids parce qu'elle contient le glucagon qui est une hormone qui contribue à la vitesse du métabolisme. Le métabolisme étant la vitesse à laquelle le corps brûle des calories. Ça, c'est un amidon qui n'entraîne pas d'augmentation du taux de sucre dans le sang. Ça fait que c'est un aliment qui peut être consommé sans problème par les personnes atteintes de diabète. Elles contiennent également énormément d'autres micronutriments. Elles sont très riches en potassium, elles sont riches en fer, vitamine C, vitamine B6. La banane plantain verte a à peu près les mêmes vertus que la banane verte douce. Mais contrairement à la banane douce, elle est un féculent, qu'elle soit verte ou mûre. Donc, elle apporte aussi les mêmes nutriments, même si pendant la cuisson, la vitamine C contenue à l'intérieur peut être détériorée ou altérée. Elle contient les mêmes glucides complexes qu'on a cités plus tôt. Sa teneur en calories est de 120 kilocalories pour 100 grammes de banane plantain cuite. Les deux sont riches en fibres et ont un grand pouvoir rassasiant. Et donc, même si les vitamines C sont altérées pendant la cuisson, la banane plantain elle garde quand même tous ses minéraux qui restent intacts. Elle garde son potassium, son magnésium, le fer, le phosphore, le zinc et même le cuivre. En gros, la banane plantain serait bénéfique dans des cas de maladies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les diarrhées chroniques, les cancers, les ulcères d'estomac. Il y a encore énormément de féculents dont on pourrait parler. Il y a le macabo, il y a l'igname. Il y a encore énormément de féculents en Afrique qui sont présents et dont on pourrait parler aujourd'hui, mais on ne pourra pas faute de temps. En tout cas, une chose est sûre, tous ces féculents-là, du moins la plupart,
présentent à peu près les mêmes caractéristiques. Ils sont riches en fibres, ils sont riches en amidon, plus ou moins. Ils sont riches en bêta-carotène aussi, plus ou moins. Et pour la plupart, il est mieux, si possible, de les cuisiner avec la peau. Maintenant, parler des céréales présentes dans la nourriture africaine. On va commencer par la céréale de base en Afrique, le riz. Le riz, lui, est très riche en glucides. Il est composé à 78% de glucides qui vont arriver sous forme d'amidon, eux aussi, l'amylose et l'amylopectine, si je ne raconte pas de bêtises. Et plus la teneur en amidon est grande et plus les grains de riz resteront détachés lors de la cuisson. Elle est aussi riche en minéraux, en vitamine B1 et vitamine B2. Les vitamines B1 et 2 sont des vitamines qui sont très importantes pour le fonctionnement du système nerveux. Une carence en vitamine B1 cause notamment une maladie bien connue en Afrique, le beriberi. La vitamine B1 qui est une vitamine essentielle en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas produite par l'organisme et donc elle doit être apportée pour le bon fonctionnement de l'organisme par l'alimentation. Le problème en fait, c'est que la vitamine B1 est contenue dans l'enveloppe de la graine de riz. Donc, quand on consomme du riz blanc, c'est-à-dire du riz dont on a enlevé l'enveloppe, on consomme en fait du riz sans vitamine B1. Et comme le corps n'en produit pas, on se retrouve en forte carence de vitamine B1, ce qui a de grosses conséquences néfastes sur la santé, telles que des insuffisances cardiaques ou alors des troubles neurologiques. Beriberi qui se traduit littéralement par je ne peux pas, parce qu'une fatigue énorme est l'un des symptômes de cette maladie. On va passer maintenant au maïs. Le maïs qui est la céréale la plus cultivée dans le monde. Elle a la particularité d'être très riche en carotène et c'est même la seule céréale qui contienne du carotène, surtout dans sa version jaune. On va dire que c'est vraiment une très bonne céréale parce qu'elle a vraiment énormément d'atouts. Son index glycémique n'est pas trop élevé. Elle contient des protéines, elle contient des glucides forcément. Elle contient des fibres aussi qui vont plus se retrouver dans la peau. Et les glucides qu'elle contient en plus sont des glucides qui ne vont pas être stockés sous forme de graisse mais plutôt être assimilés lentement par l'organisme et donc lui fournir une énergie à long terme. Donc l'empêcher d'avoir des coups de mou, empêcher de grignoter également. Sa teneur en fibres est 5 fois plus importante que le riz par exemple. Je vais pas arrêter de le dire, c'est en répétant. On apprend, les fibres jouent un rôle hyper bénéfique sur le transit intestinal. Le maïs contient 2 à 3 fois plus de vitamine B que les autres légumes frais. Il est à 83 kcal pour 100 grammes et il a énormément de vertus thérapeutiques. Sur le foie par exemple, va venir aider à fluidifier la bile. C'est un excellent diurétique naturel, c'est-à-dire qu'il va venir aider la sécrétion urinaire pour lutter contre tout ce qui est cystite. Il va aider contre la cellulite, contre la rétention d'eau. Au niveau génital aussi, il va venir aider contre les troubles de la prostate. Grâce à sa forte teneur en vitamine K, c'est un excellent anti-hémorragique. On va finir par le blé. Le blé est une céréale qui va être présente sous forme de pain ou alors de pâtes alimentaires surtout. Le blé apporte énormément de nutriments à condition qu'il s'agisse du blé complet et non de tout ce qui est raffiné. Le blé va donc apporter des protéines qui vont aider dans la construction des muscles et des os, qui vont aider aussi pour la peau, les ongles, les glucides qui vont apporter l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme, les lipides qui sont également nécessaires pour le bon fonctionnement énergétique de l'organisme et du cerveau, et beaucoup d'autres nutriments tels que le sodium, le magnésium, le potassium, le phosphore, les vitamines B, K, et surtout comme je l'ai dit, il s'agit du blé complet et non pas raffiné. Je vais m'arrêter là avec un pincement au cœur parce qu'il y a énormément de céréales. J'avais prévu énormément d'autres, mais je ne peux pas parler de toutes ces céréales parce que sinon la vidéo serait hyper longue. Donc je vais m'arrêter là. On va essayer de mettre le reste dans les placards. On aurait pu parler du millet, du mil, du fonio. Pour finir, on va dire quand même que le problème encore est toujours reste la façon dont nous les consommons. Il faudrait qu'on arrive à manger mieux, c'est-à-dire moins raffiné. Et puis, il faudrait aussi pouvoir encourager la production locale. Le riz, par exemple, que nous consommons aujourd'hui en Afrique est pour la grosse majorité produit ailleurs. Et pourtant, nous avons l'espace pour ça. Nous avons tout ce qu'il faut. Si on se donnait la possibilité en Afrique de pouvoir produire nous-mêmes notre nourriture, ça permettrait d'obtenir l'indépendance
alimentaire. En faisant cela, on fait d'une pierre deux coups parce que non seulement on atteint l'indépendance alimentaire, mais en plus on atteint l'indépendance financière, alors économique, parce que énormément de personnes pourraient trouver une activité économique rentable par ce biais-là. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, vos commentaires et vos retours sont attendus. Nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo qui va porter sur tout ce qui est légumes, fruits, oléagineux et épices dans la cuisine africaine. Portez-vous bien. D'ici là, bisous.